Atanganji, c'est un bandit. C'est un ancien repris de justice. C'est Martin Bellinga qui l'a amené chez Biya et il fait du zèle. Mais son tour viendra. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui disait que il n'y a pas de citadelle imprenable. Il n'y a que des citadelles mal attaquées. Vous attaquez bien une citadelle, elle est prenable. Lorsqu'on présente une pièce d'argent à Jésus, Jésus lui-même pose la question, c'est l'effigie de qui sur la pièce? On dit à Jésus, c'est l'effigie de César. Et Jésus retorque, donne à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Je crois que c'est Matthieu 22, verset 20-21. Pour comprendre la tragédie qui se joue aujourd'hui dans les régions anglophones du Cameroun et pour saisir la nature profonde du régime de Yaoundé à son crépuscule, il faut plonger dans l'âme de ce personnage. Il n'est pas un ministre comme les autres, il est l'enfant terrible de Bamenda, celui qui a choisi de tourner le dos à sa terre pour embrasser le trône. Mais derrière l'image du super flic du gouvernement, derrière l'autorité martiale qui l'affiche devant les caméras, se cache un passé lourd, un passé fait de dossiers judiciaires étouffés et de compromissions qui racontent, mieux que 1000 discours, pourquoi il est devenu l'homme le plus redouté et peut-être le plus tourmenté de la République. Il faut remonter le temps, bien avant les gyrophares et les cortèges officiels. Dans les années 90 et 2000, Paul Atanga Nji n'est pas le grand commis de l'État qu'il prétend être aujourd'hui. C'est un débrouillard de haut vol, un homme d'affaires aux méthodes opaques, naviguant dans les eaux troubles de la finance et des marchés publics. C'est ici, dans cette zone grise, que se noue le premier acte de son côté sombre. L'affaire porte un nom qui résonne encore comme une blessure pour les finances publiques camerounaises, la Camposte, la Poste. L'institution où les petites gens, les retraités, les villageois déposaient leurs maigres économies. Au début des années 2000, alors que la Camposte sombre, Atanganji est là. Il est au cœur du système. Les archives de la justice camerounaise sont formelles, bien que la poussière les recouvre aujourd'hui. Le contrôle supérieur de l'État l'épingle. On ne parle pas de simples erreurs de gestion, mais de détournements massifs. De l'argent public, des centaines de millions volatilisés. À cette époque, le futur ministre de l'administration territoriale n'est pas le gardien de la loi, il en est la cible. C'est une période humiliante, une période de peur pour lui. Imaginez cet homme qui se voit déjà grand, convoqué par la police judiciaire, interrogé, mis face à ses contradictions. Le tribunal criminel spécial, le redouté TCS, ouvre un dossier à son nom. L'histoire a retenu ce moment glaçant où Paul Atanganji se voit interdire de sortir du territoire national. Lui, l'homme puissant, est techniquement un prisonnier à ciel ouvert, un justiciable en sursis. Il frôle la prison centrale de Kondengui de quelques millimètres. Pourquoi n'y est-il jamais allé? C'est là que le récit devient politique. Au Cameroun, la justice s'arrête souvent là où commence l'utilité politique. Atanganji comprend qu'il n'a qu'une seule porte de sortie, une loyauté totale, aveugle, suicidaire envers le président Paul Biya. Pour échapper à ses juges, il doit se rendre indispensable. Il rembourse une partie des sommes, dit-on, mais surtout, il vend son âme au système. Il échange sa liberté contre une soumission absolue. Cette épée de Damoclès judiciaire ne disparaît pas. Elle reste suspendue au-dessus de sa tête, expliquant peut-être la férocité avec laquelle il défendra plus tard le régime. Il n'a pas le choix. Si le régime tombe, le dossier Camposte se rouvre et la prison l'attend. C'est avec ce passif, avec cette peur au ventre transformée en agressivité, qu'il arrive aux commandes du dossier le plus sanglant de l'histoire récente du Cameroun, la crise anglophone. Paul Atanganji est un fils du Nord-Ouest. Il connaît les collines de Bamenda. Il connaît la douleur de ce peuple qui se sent marginalisé. Il aurait pu être le pont, le médiateur, celui qui explique à Yaoundé la souffrance de ses frères. Au lieu de cela, il est devenu leur bourreau politique. Dès les premières étincelles de la crise en 2016, alors que les avocats et les enseignants demandent simplement plus de justice, Atanganji choisit le mépris. C'est lui qui murmure à l'oreille du président qu'il n'y a pas de problème anglophone. C'est lui qui qualifie les manifestants de terroristes bien avant que les armes ne crépitent. Il nie l'évidence. Il nie l'identité même de sa propre communauté. Sa responsabilité morale dans l'escalade de la violence est écrasante. Lorsqu'il est nommé ministre de l'administration territoriale en 2018, c'est un message de guerre qu'il envoie. Il militarise le discours. Il ne parle pas de dialogue, il parle de neutralisation.
Il transforme les gouverneurs et les préfets en chefs de guerre. Il y a quelque chose de tragique à voir cet homme parcourir les ruines des villages du nord-ouest et du sud-ouest. Partout où il passe, il promet le feu et la foudre. Il interdit les ONG humanitaires d'accéder à certaines zones, accusant ceux qui apportent du riz et des médicaments d'aider les sécessionnistes. Il affame des populations déjà terrorisées. Sous son magistère, l'administration ne protège plus, elle traque. On se souvient de ses conférences de presse, le visage fermé, menaçant les médias, menaçant les partis d'opposition, menaçant quiconque ose parler de massacre. Il nie le massacre de Ngarbou avant d'être contraint par la vérité de rétropédaler. Pour Paul Atanga-Nji, la vérité est une variable d'ajustement. Seul compte la survie du pouvoir central. Mais que se passe-t-il dans sa tête lorsqu'il rentre chez lui le soir? Lorsqu'il réalise qu'il ne peut plus mettre un pied dans son village natal sans une armada de militaires armés jusqu'aux dents, il est devenu un étranger sur sa propre terre. Sa maison familiale a été incendiée, symbole de la rupture définitive avec son peuple. Il est l'homme qui a sacrifié ses racines pour conserver son poste. Ce mélange de passé judiciaire trouble et de brutalité politique fait de lui un personnage shakespearien. Il règne par la peur parce qu'il vit lui-même dans la peur que son passé ne le rattrape, la peur de ne plus être utile. Regardez bien ses interventions publiques, cette arrogance, cette violence verbale, ce besoin permanent d'humilier ses adversaires, de traiter les opposants politiques de petits microbes. Ce n'est pas de la force, c'est la fuite en avant d'un homme qui sait qu'il a brûlé tous ses vaisseaux. Il ne peut plus reculer, il ne peut pas redevenir un citoyen ordinaire. Un citoyen ordinaire, avec son casier judiciaire, serait en prison. Paul Atanga-Nji incarne à lui seul la dérive autoritaire du régime. Il est la preuve vivante qu'au Cameroun, pour monter très haut, il faut parfois accepter de descendre très bas moralement. Il a fait de l'administration territoriale une arme de répression politique, utilisant les préfets pour interdire les manifestations du MRC, pour verrouiller l'espace civique, pour étouffer toute voix discordante. Il est le ministre de l'Intérieur qui agit comme un chef de milice. Pourtant, l'histoire n'oublie rien. Les dossiers de la Camposte dorment toujours dans les tiroirs du tribunal criminel spécial. Les larmes des maires de Bamenda et de Beuha continuent de couler. Et Paul Atanga-Nji, malgré toute sa puissance apparente, malgré ses convois blindés et ses gardes du corps, reste un homme seul. Il est l'homme qui a choisi le pouvoir contre la justice et la force contre son propre peuple. Et alors que la nuit tombe doucement sur Yaoundé, on peut se demander si derrière ses lunettes noires, le ministre dort vraiment tranquille. Car il sait mieux que quiconque que dans ce jeu brutal des trônes, la roche tarpéienne est proche du Capitole, et que ceux qui vivent par l'épée de l'injustice finissent souvent par se couper avec. C'est là tout le drame de Paul Atanga-Nji. Un homme qui court éperdument pour échapper à son passé, en créant chaque jour un présent de plus en plus sombre.